La transformation numérique est partout. Mais concrètement, ça change quoi pour les entreprises ? Dans La Transfonum, c'est quoi ? Le podcast du programme Digitalis Futur porté par Digital 113, nos adhérents partagent des cas d'usage concrets dans l'industrie, la santé, l'agri-agro, le bâtiment, le secteur public ou encore le transport et la mobilité. Je suis Angélique Randolet, responsable du programme Digitalis Futur, et je vous propose en 15 minutes d'explorer un de leurs projets. Découvrez comment le numérique transforme vraiment nos entreprises. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode du podcast La Transfonum, c'est quoi ? Et je reçois aujourd'hui Ralib Bourouiba, qui est le fondateur de l'entreprise Solaris BI. Alors Ralib va aujourd'hui nous présenter un cas d'usage dans la filière transport. Bonjour Ralib, bienvenue. Bonjour Angélique. Alors déjà pour démarrer, est-ce que tu peux nous présenter, c'est quoi ta boîte, Solaris BI ? Avec plaisir. Donc Solaris BI, nous sommes un éditeur de logiciels qui est dédié aux organisations transport, notamment dans le transport de voyageurs ou le transport de marchandises. Quel type de logiciel nous faisons ? Nous appelons ça une GMAO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Et c'est un logiciel qui va faciliter le suivi technique des véhicules. Pour compléter, en fait, donc Solaris existe depuis un peu plus de 5 ans maintenant, et toute l'équipe technique, développeurs, data scientists et moi-même, nous sommes basés en Lozère, entre Marvejols et Mende. Donc c'est le département le moins peuplé de France, rural, et pour autant, nous pouvons y trouver des équipes techniques de haut niveau. Super, merci Ralib. Est-ce que tu peux nous présenter, du coup, c'est quoi ton défi ? Nous présenter ton client, qui il est et quelle était vraiment sa problématique ? Bien sûr. Donc, mon client est le groupe Verbus. Alors, la plupart des gens qui nous écouteront ne le connaîtront pas, tout simplement parce que ce transporteur-là, mais comme beaucoup, fournissent des véhicules et des conducteurs, donc des bus, pour les collectivités, donc que ce soit une ville, la région, une communauté de communes. Et ces véhicules-là sont aux couleurs de la collectivité. Et en fait, quand vous voulez savoir quel est le transporteur, vous pouvez le retrouver, mais complètement à l'arrière du véhicule. C'est petit et c'est caché, mais ce que vous allez surtout voir, c'est le nom de la région, le nom de la ville, le nom de la métropole. Donc, ce transporteur-là a plusieurs centaines de véhicules sur la région Occitanie pour pouvoir assurer le transport de moi et des personnes qui nous écoutent au quotidien. Et donc le défi, c'est quoi ? Un bus, au-delà du fait qu'il doit arriver à l'heure, il doit arriver en bon état. Or, un véhicule, il y a beaucoup de gens qui montent, beaucoup qui descendent. Tout le monde n'est pas très attentif, que ce soit à l'intérieur du véhicule, mais aussi à l'extérieur, avec toutes les personnes qui vont circuler autour. C'est des véhicules qui sont très sollicités et donc qui subissent en fait des endommagements. Et pour autant, en fait, ils doivent être le plus souvent possible sur la route et pas au garage, parce que sinon, il passe pas et donc je ne peux pas me déplacer. Et donc, le défi, c'était quoi ? C'était de faire en sorte que entre le moment où il y a un problème sur le véhicule, on va appeler ça donc un élément de bobologie, une panne ou autre, qu'est-ce qui va faire que ce véhicule peut retourner à la route, réparer le plus vite possible et passer le moins de temps possible dans un garage et y retourner le moins souvent possible. Voilà le défi. Et donc, vous entrez en jeu à ce moment-là pour répondre à ce défi. C'est quoi la solution ? Exactement. Alors, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que les chauffeurs ne sont pas les mêmes du matin jusqu'au soir. Donc, il peut y avoir 1, 2, 3 personnes différentes sur un bus, qui sont sollicitées du matin jusqu'au soir, du lundi jusqu'au dimanche, pour certains. Et pour autant, donc, dans la plupart des organisations de transport de voyageurs, ça reste la feuille papier ou l'oral ou des systèmes WhatsApp qui permettent à un chauffeur de signaler qu'il y a un problème en fait sur le véhicule. Et donc, entre le moment où le chauffeur repère le problème, le moment où il va arriver en fait à l'exploitation. Donc c'est les gens qui gèrent en fait l'organisation au quotidien. Que eux vont le transmettre ensuite à l'atelier. Que l'atelier va bloquer un créneau, commander les pièces, bloquer dans le planning des mécaniciens et faire en sorte de traiter, sachant que la demande initiale peut ne pas être correctement formulée. Tout ce flux-là en fait, dans la plupart des usages actuellement, ça va prendre entre 1, 2, 3 jours avant en fait que l'information de quand est-ce qu'on va pouvoir régler le problème puisse remonter en fait à l'exploitation et au chauffeur. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a proposé ? On a proposé en fait une suite de fonctionnalités qui sont toutes imbriquées les unes dans les autres. Et donc comment est-ce qu'on pallie à ça ? Déjà tout d'abord, le chauffeur, quand il va signaler un problème, il va le faire directement sur son téléphone. Donc c'est une application qui est très simple et on l'a tellement bien simplifié en fait qu'on y a même rajouté un élément de commande vocale. C'est-à-dire que le chauffeur n'a même pas besoin de taper avec ses doigts, il va parler
à l'application mobile, qui elle-même va retranscrire sous format de texte, mais avec des éléments techniques et synthétiques. Donc pour ceux qui sont très bavards, ce qui peut nous arriver dans le sud, ça va beaucoup réduire le texte et arriver à des éléments qui sont le plus courts possible. Il va pouvoir prendre aussi plusieurs photos avant de transmettre en fait cette demande. Et cette demande va arriver simultanément à l'exploitation, qui va savoir si elle doit immobiliser le véhicule, et à l'atelier, qui va dire « Ah bah tiens, ça, voilà, je vais poser un diagnostic, voilà comment je vais résoudre cette problématique ». Et d'emblée, en fait, pouvoir se coordonner avec l'exploitation pour pouvoir définir la date et l'heure à laquelle ils vont pouvoir immobiliser le véhicule. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Une fois que le chauffeur a validé, donc l'atelier va éventuellement pouvoir aussi demander un feedback au chauffeur. Est-ce que tu pourrais me préciser ta demande ? Nous, ce qu'on a constaté, c'est que quand même déjà le fait de pouvoir prendre des photos et d'avoir des éléments de texte au lieu d'une feuille de papier pas toujours bien écrite, ça permettait déjà de gagner du temps. Là, le feedback peut être plus rapide et au lieu de faire passer un véhicule pour pouvoir mieux comprendre la demande, on est d'emblée en fait dans le traitement de la demande. Après, il faut savoir aussi qu'en France, nous manquons de chauffeurs. Donc, ce qui fait que nous recrutons des personnes qui viennent d'autres pays, qui ne maîtrisent pas toujours la langue française. Donc, le fait en fait de pouvoir rédiger ou parler, en fait, ça permet aussi de pouvoir fluidifier. Ça permet d'intégrer des personnes qui ne maîtrisent pas forcément très bien l'écriture. Donc, ça permet aussi d'ouvrir un panel de chauffeurs et d'être beaucoup plus intégrant dans le quotidien. L'atelier, quand il va recevoir sa demande, elle est déjà formé et avec un système de Kanban, donc c'est un tableau avec à faire, planifier, en attente, etc. Donc sous forme de colonne, c'est ça un Kanban. Il va pouvoir dire ça je vais l'affecter à tel mécanicien, ça je le mets en attente, c'est pas urgent, ça attendra. Et ça il faut que je commande absolument des pièces, ou ça, urgence, il faut vraiment arrêter ce véhicule le plus vite possible. On travaille avec des éléments hyper visuels qui vont permettre en fait au chef d'atelier, à l'exploitation et aux mécaniciens de pouvoir s'y repérer. Bloquer en fait les créneaux des mécaniciens, bloqué dans le planning. Et comme ça, en fait, il n'y a pas de problématique. Le véhicule arrive. Là aussi, notre application va intervenir une fois que c'est planifié parce que le mécanicien, il va avoir un déroulé. Dès que le véhicule va rentrer, il sait qu'il rentre pour un problème donné, mais il a une checklist. J'en profite pour faire le tour du véhicule pour voir s'il n'y aurait pas d'autres problèmes. Et ainsi anticiper un éventuel retour en fait, du véhicule, concentrer les choses qui sont à faire. Et donc on va réduire, on appelle ça dans notre jargon, on va réduire le nombre de passages en atelier dans une année. Et on va réduire ainsi la durée d'immobilisation totale d'un véhicule dans une année. Et ces éléments-là sont hyper importants pour tout le monde. Pour le transporteur lui-même, parce que plus ces véhicules sont sur la route, plus économiquement c'est intéressant. Pour la collectivité, parce qu'elle va pouvoir honorer l'engagement de service public qu'elle va prendre auprès en fait, des usagers. Et pour les usagers, c'est avoir un véhicule qui est au maximum des normes de sécurité, en bon état, propre, bien entretenu. Donc tout le monde y est gagnant en fait dans l'utilisation d'un outil qui permet en fait de simplifier et tracer et suivre en fait l'ensemble des demandes. Au-delà de ça, on a aussi ce qu'il faut savoir, c'est que sur des véhicules de type poids lourd, les camions et les autobus, il y a énormément de contrôles réglementaires. Donc moi et toi sur nos voitures, on sait qu'on a un contrôle technique tous les 2 ans. On a la vignette sur le pare-brise et en général, on essaye de ne pas trop l'oublier. Sur un véhicule poids lourd, il va y en avoir 5 à 6 par an et qui ne se font pas forcément aux mêmes dates. Et donc, ça nécessite là aussi un suivi plus poussé, parce qu'il faut s'y prendre à l'avance. Et là aussi, les centres de contrôle, il peut y avoir des goulets d'étranglement, donc il faut s'y prendre suffisamment de temps à l'avance. Tout ça, en fait, cumulé, conjointement à toutes les demandes qui vont remonter depuis le terrain, font que le suivi d'un véhicule est hyper complexe. Et l'outil, il permet justement de réduire la charge mentale des gens en simplifiant, en faisant de la proposition, donc de l'aide à la décision. Et c'est tout ça, en fait, qui va permettre aux transporteurs dont je te parlais, mais aussi potentiellement à d'autres qui nous écoutent aujourd'hui, de pouvoir faire en sorte que toute cette chaîne-là, elle puisse se faire dans une meilleure coordination d'une part, mais aussi simplifier et faire en sorte que chaque personne se concentre sur son cœur de métier. Le mécanicien à réparer, le chauffeur de conduire, l'exploitant de planifier, et on enlève en fait tout un lot de problématiques qui polluent le quotidien, du type ce véhicule-là, une portière elle est coincée, je l'ai pas eu la demande, etc. Tout ça est complètement gommé ou essentiellement gommé. Il peut toujours y avoir des petits couacs ou des urgences, ça arrive, mais ça les réduit en tout cas très très fortement. Ok, super. Merci beaucoup. C'est très clair, Ralib. En tout cas, ça permet, ce qu'on comprend, un gain de temps, un meilleur passage aussi de l'information parmi toutes les entités, les parties prenantes du transport routier. Et si tu devais me dire, c'est quoi ton petit truc en plus ? Qu'est-ce qui a marché sur la mise en place du coup de ta solution auprès de ce transporteur ? Est-ce que tu peux me l'expliquer ? Oui, avec plaisir. Donc,
Quand on déploie un logiciel comme le nôtre, donc notre logiciel s'appelle Apollo, on va immédiatement avoir à peu près 5-10% des personnes qui vont immédiatement adhérer, 5 à 10% qui vont immédiatement dire « jamais je m'en servirai ». Et puis il y a un peu un ventre mou entre les deux qui peut osciller entre l'un et l'autre. Et donc, donc il y a plusieurs éléments que nous intégrons en fait à la fois dans notre logiciel Apollo, mais aussi dans le déploiement, qui sont à mon sens vitaux pour faire en sorte en fait que le taux d'adhésion il soit élevé. La première chose, c'est l'ergonomie, c'est faire en sorte que les formulaires soient les plus simples possibles, qu'il n'y ait pas besoin de réécrire ou ressaisir des informations, et que même on puisse programmer en fait des choses par avance, simplifier les flux, mettre des codes couleurs, etc. Donc toute la partie ergonomie et expérience utilisateur est juste vitale. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument et immédiatement entre guillemets, faire en sorte que les utilisateurs finaux, donc qui sont les chauffeurs, parce que les chauffeurs ne sont pas ceux qui payent le logiciel, ce ne sont pas ceux qui décident de l'acheter, mais ce sont ceux qui décident de l'utiliser ou pas, quoi qu'on leur dise. Et là, il faut immédiatement travailler à les faire adhérer à ça. Et l'idée est de travailler avec un panel de conducteurs qui sont un peu plus motivés que d'autres, leur mettre entre leurs mains et de l'expérimenter. Et ça va être eux ensuite les ambassadeurs en fait de la solution et de l'avantage. Je me rappelle en fait d'une conductrice justement chez ce transporteur-là qui m'avait fait un retour en me disant moi honnêtement quand j'ai vu Apollo qu'on me montre les mains, je me suis dit ce truc ça sert à rien. Et elle m'a dit à la suite de ça mais je me suis dit allez, moi je vais quand même essayer pour voir parce que je vais jouer le jeu, mais j'y croyais pas du tout. Eh ben, figure-toi qu'elle me dit que je m'en suis servi quelques jours et j'ai très rapidement compris l'intérêt parce que pour saisir mes demandes, c'est plus rapide. J'ai plus la feuille qui traîne que je dois aller amener. Sur l'appli mobile, je sais si ça a été pris en compte ou pas. Et en fait, c'est vachement bien ton truc. Et je comprends pas pourquoi en fait ça n'a pas été mis plus tôt. C'est pas mal. Donc on passe de je veux pas l'utiliser à pourquoi c'était pas plus tôt. Donc. Oui, alors c'est pas toujours aussi magique, mais aujourd'hui nous avons par cette pratique-là un taux d'adhésion qui est très élevé au niveau des conducteurs. Souvent dans les organisations on dit ah bah oui mais je sais qu'un tel et tel ça ne servira pas. Moi je leur dis pensez plutôt à ceux qui vont s'en servir parce que s'ils ne représentent que 95% des personnes c'est déjà bien. En fait. C'est ça. Donc, pensez ergonomie adaptée du coup à l'utilisateur. C'est ça un peu la conclusion de... Ergonomie et accompagnement. Et accompagnement, évidemment. Ouais. Très bien. Et du coup, c'est quoi la suite ? Quels enseignements tu pourrais tirer déjà de ce projet que tu as mené avec le groupe Verbus ? Eh bien, il y a plusieurs éléments de suite. Tout d'abord, plus notre outil est utilisé, plus nous avons des feedbacks en fait, du terrain, donc des utilisateurs, et plus ça nous permet aussi à nous améliorer et d'aller chercher en fait le clic en moins, d'aller chercher la seconde en moins sur tel élément de process. Donc c'est d'une fois sur l'autre, c'est un peu transparent pour l'utilisateur, mais sur la durée, ça nous permet en fait de bien fluidifier. Et typiquement, quand les utilisateurs nous disent cet outil vraiment il est génial, il est fait pour nous, c'est parce qu'en fait il est le fruit de 5 années de travail avec les utilisateurs. Nous sommes tout de suite partis du principe que nous n'avions pas à penser notre outil dans une tour d'ivoire. Dès le début, avant même qu'on commence à commercialiser, en fait, donc dès 2021, je soumettais les fonctionnalités directement aux utilisateurs, à mes premiers clients et partenaires, en disant « dites-moi ce que ça vaut. Dites-moi si ça, vous préférez adhérer plutôt que la feuille de papier, plutôt que le fichier Excel, plutôt que votre tableau Velleda, qui sont présents aujourd'hui dans la plupart des organisations de transport. Et si c'est pas bon, dites-le moi carrément, en fait, que c'est pas bon, je veux pas que vous me fassiez plaisir, je veux que vous me parliez vrai. » Et c'est cette approche-là qui a fait qu'au fur et à mesure du temps, et en adaptant progressivement l'outil pour le rendre plus fluide, mais aussi en travaillant sur les process et l'accompagnement. C'est ça, en fait, qui a fait que aujourd'hui l'outil est perçu comme pertinent. Mais je ne veux pas m'arrêter là, parce qu'en fait, les usages changent. On est de moins en moins patient avec les outils, on est de moins en moins tolérant, en fait, avec les logiciels. On veut qu'ils soient parfaits, qu'ils fassent tout, etc. Et tout en nous respectant notre vie privée. Enfin, on impose vraiment beaucoup de contraintes. Donc la suite, c'est quoi ? C'est continuer à avoir des retours terrain. Deuxièmement, c'est faire en sorte d'aller vers plus d'automatisation. Et 3, vraiment travailler de plus en plus la sensibilisation des dirigeants et gestionnaires de projets sur l'importance, en fait, de faire participer les utilisateurs dans le déploiement de l'outil. Merci Ralib pour la présentation de ce cas d'usage concret. On arrive maintenant presque à la fin de ce deuxième épisode. Mais pour conclure, est-ce que tu pourrais nous dire pour toi, la transformation numérique, en un mot, c'est quoi ? Ou quelques mots ? Alors, la transformation numérique, à mon sens, c'est déjà continuer à faire en sorte que les tâches du quotidien soient de plus en plus simples,
de réduire la charge mentale. Plus nous avons d'outils, en fait, et je constate, plus nous avons de process, et de façon un peu compliquée de les appréhender. Et c'est déjà revenir aux fondamentaux. Les journaux nous parlent beaucoup d'automatisation, d'intelligence artificielle, de choses qui se font toutes seules de manière un peu magique. Ces choses-là, en fait, bien entendu, nous les intégrons progressivement dans notre quotidien. Mais avant tout, revenons en fait sur les fondamentaux, faisant en sorte que l'utilisateur, au quotidien, qu'il soit chauffeur, qu'il soit administratif ou autre, ait plaisir à faire les tâches qu'il fait, qu'il puisse apporter sa vraie valeur ajoutée. Faisant en sorte que nous, humains, nous puissions faire de ces outils numériques des outils du quotidien et non pas des choses qui nous font peur ou qui nous donnent l'impression que ça va nous remplacer ou autre. C'est pas du tout leur objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions mieux vivre dans des meilleures conditions et continuer à apporter de la valeur ajoutée à nos entreprises, mais aussi aux gens qui nous entourent. Pour les dirigeants, si vous voulez qu'un projet numérique fonctionne et avoir un bon retour sur investissement, prenez en compte dès le début, non seulement pas les avis en fait, des utilisateurs, mais prenez-les en fait, dans vos équipes pilotes, dans vos équipes projets, pour faire en sorte qu'ils y mettent leurs mots, qu'ils y mettent leur petit grain de sel. Mais c'est ça en fait, qui fera que la transformation se fera ou ne se fera pas dans votre entreprise. Parfait. Merci Ralib pour ce partage d'expérience, ce cas d'usage et puis aussi tes conseils, tes recommandations avec l'expérience que tu as de ta solution Solaris BI. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast La Transfonum, c'est quoi ? Vous venez d'écouter La Transfonum, c'est quoi ? Un podcast du programme Digitalis Futur porté par Digital 113. Tous les épisodes sont à retrouver sur les plateformes audio, sur le site digital113.fr et sur notre plateforme Digitalis Futur.